Donc bonjour à tous et un grand merci pour vous être déplacés ce matin pour State of the Nation 2024 pour la session de Paris. Alors ici nous sommes dans le château d'Essling, vous connaissez ça sous le nom de la maison des Centraliens, mais c'est un bâtiment qui a été construit sur ce terrain en 1864 et qui en fait est devenu la maison des Centraliens en 1919. Et en fait on l'appelait à l'époque la maison des Centraux. Donc voilà, il faut le savoir, c'est assez central en effet. Bien, mais sur ce, donc bienvenue pour View State of the Nation 2024. Je suis Jean-Christophe Conti, le CEO de View, et je suis ravi donc de vous accueillir ici. Alors peut-être quelques informations pratiques. Je pense que vous avez vu quelles étaient les issues de secours. Hein. Elles sont à ma droite, donc sur le côté. Vous êtes rentrés par là. Ne passez pas par la fenêtre, s'il vous plaît. Deuxième chose, nous sommes bien sûr ravis de vous accueillir. C'est la 5e édition de notre State of the Nation. Donc c'est un baromètre pour nous qui nous permet de comprendre comment le marché évolue dans au moins 5 des pays les plus importants, qu'ils sont la France, les États-Unis, le UK, l'Allemagne, l'Australie. Et chaque année, on a un guest market, un pays nouveau qu'on essaye de mieux comprendre, sur lequel on voit une certaine tendance au niveau du programmatique out of home. Et cette année, c'était le Brésil. L'année passée, c'était l'Espagne. L'année d'avant, la Chine. Donc, bienvenue encore une fois. Et nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Un petit changement par rapport à l'année passée. Cette année, nous allons avoir non pas un seul panel avec de prestigieux participants, mais nous allons plutôt avoir une session qui sera en 3 parties. Nous aurons la première partie avec une petite présentation qui va rappeler quels étaient les chiffres et les insights les plus intéressants pour le marché français sur State of the Nation. Et ça sera présenté par Marina Ruby, qui fait partie de View. Ensuite, nous aurons un panel buy-side avec la participation de DSP, d'agences qui vont nous parler de la façon dont ils comprennent les chiffres, ce qu'ils voient sur le terrain. Les chiffres sont particulièrement intéressants, mais ce qui est encore plus important, c'est de voir comment cela se transforme sur le terrain et est-ce que ces tendances sont vues et est-ce qu'ils les remarquent aussi. Et nous finirons par un panel avec des media owners. Nous avons donc la présence de 3 média owners aujourd'hui avec JC Deco, avec Média Transport et avec Philippe Média. Et donc on finira avec ce panel. Bien évidemment, vous avez l'opportunité de poser des questions via Slido. J'imagine que vous pouvez voir le QR code. Je pense qu'il doit être sur des slides à un moment donné. Donc voilà, et sans plus attendre, je pense qu'il faut que l'on démarre. Donc Marina, the stage is yours. Merci JC, bonjour à tous. Mon nom est Marina Ruby, je fais partie des équipes de développement commercial chez View. Pour vous expliquer rapidement ce qu'on fait avec le reste de l'équipe, on a le challenge d'apporter notre aide aux régies internationales avec lesquelles nous collaborons dans le but d'évangéliser le programmatique dans le paysage out of home. Donc c'est un challenge qui était ambitieux il y a encore quelques années, mais il y a énormément de progrès qui se sont faits et je pense, pour ma part, c'est mon premier State of the Nation, mais c'est un rapport aussi que l'on fait, comme JC l'a dit, depuis des années. Donc on a la possibilité aussi de voir l'évolution des résultats. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques résultats clés. La méthodologie de l'étude de marché qu'on réalise. On va se concentrer bien entendu sur la France, mais comparer aussi les résultats au marché global, puisque c'est des marchés clés finalement qui ont un impact dans le paysage de la out of home, du digital out of home et du programmatique. Voilà. Mais l'idée et le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est l'évangélisation du programmatique et la valeur ajoutée qu'apporte le programmatique
au reste des canaux digitaux. Alors voilà, ça c'est pour ma part. Donc, alors, au niveau de l'étude en elle-même, on a réalisé cette étude auprès de 1200 annonceurs directs, mais également agences. On a 51% du panel des répondants qui font partie des agences médias en France et 49% qui sont des annonceurs directs. On voulait vraiment highlighter ici le fait que les personnes qui répondent à ces questions, à cette étude, sont des personnes expertes dans le domaine du programmatique, de l'out of home ou du digital out of home. Donc on va passer quelques résultats clés par rapport aux questions que vous voyez sur l'écran. Alors je sais que ça paraît évident, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas View, je fais juste un petit rappel. Nous sommes une SSP indépendante spécialisée dans le programmatique digital out of home. On est également une plateforme agnostique connectée à plus de 40 DSP pour être le plus flexible possible aux besoins des agences et des clients directs. Alors, on passe dans le vif du sujet. Un des premiers résultats de cette étude montre que 26% des professionnels du marketing, au cours des 18 derniers mois en moyenne, ont intégré du programmatique digital out of home dans leur campagne. Et les projections prévoient une augmentation significative avec 36% des campagnes qui utilisent le programmatique digital out of home dans les 18 prochains mois. Donc ici, on a vraiment une comparaison entre les comportements, ce qui a été fait, et les attitudes, ce qui va être fait. Donc c'est très encourageant et ça montre que c'est un canal qui ne cesse de progresser dans le milieu du digital. Comment le DOH a été acheté? C'est une question qui nous intéressait aussi. Et les résultats sont assez intéressants. Donc on voit que l'achat direct reste prédominant. C'est la façon préférée des acheteurs, avec 51% des répondants qui continuent d'acheter directement. Seulement programmatique, on a un résultat de 46%. Donc là, on peut voir qu'on s'aligne à la moyenne globale des autres pays qui sont matures aussi sur ces canaux. Et ce qui est intéressant, c'est la méthode hybride. Donc les annonceurs directs qui ajoutent un mix média entre l'achat direct et l'achat programmatique. Donc la valeur ajoutée du programmatique aux achats directs est une méthode qui augmente, qui séduit, parce qu'on comprend, ça permet finalement aux annonceurs d'utiliser les emplacements premium que le canal traditionnel offre, mais aussi d'ajouter les bénéfices du programmatique et d'avoir un petit peu plus de flexibilité sur les campagnes, l'optimisation et la réalisation des campagnes. On y vient justement, il y a 3 bénéfices clés qui sont reconnus au programmatique digital out of home. Le premier, c'est la capacité à créer du contenu dynamique. Comme vous le savez, on ne réduit pas le digital out of home à la DCO, la Creative Optimization, Dynamic Creative Optimization, mais les capacités qu'on a aujourd'hui à intégrer, à personnaliser les publicités sont multiples. On a des technologies qui nous permettent de cibler la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Et on en vient au deuxième bénéfice, qui est la portée durable et éco-efficace de ce canal. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que c'est le canal le plus éco-responsable, et je pense que c'est un élément qui est hyper important à mentionner, puisqu'aujourd'hui, tout le monde est sensible à cette question. Et finalement, là où la France se démarque par rapport aux autres pays, c'est la capacité à activer des achats médias de dernière minute. Donc on parlait de cette combinaison, cette méthode hybride, d'associer des achats directs à des achats programmatiques et les achats de dernière minute. On se rend compte que finalement, il y a beaucoup d'advertisers qui se rendent compte que programmatiquement, quand les connexions sont faites, voilà, c'est très facile d'activer une campagne et d'avoir des budgets de dernière minute et de complémenter sa stratégie et d'avoir une stratégie full funnel et d'être présent
sur tout le parcours de mobilité de l'utilisateur, de celui qui regardera la publicité, en complément des autres canaux. Donc, en tant que, voilà, sur une stratégie omnichannel, le programmatique Digital Out of Home fait ses preuves et on comprend aujourd'hui les bénéfices qu'il apporte. En parlant d'activation multicanal, et là les résultats étaient assez surprenants, puisque le programmatique Digital Out of Home est classé en tête par les marketeurs pour les objectifs de marque et de performance. Merci, c'est vrai. Donc oui, effectivement, on n'utilise pas donc c'est un média de masse, on le sait, c'est quelque chose qu'on voit, c'est des emplacements premium, c'est quelque chose qu'on remarque, qui attire l'attention, et on s'est beaucoup basé là-dessus, mais aujourd'hui on a la possibilité aussi d'utiliser la publicité extérieure et de mesurer les performances de ce canal. Donc ici, on voit que ça progresse encore une fois et qu'on est au même stade que les réseaux sociaux. Donc oui, finalement c'est surprenant, mais ça montre aussi la possibilité, voilà, d'intégrer la combinaison de plusieurs canaux, le CTV, les médias sociaux, et d'associer le programmatique Digital Out of Home à la stratégie. Sont des méthodes qui fonctionnent très bien et qui performent et qui permettent d'avoir des résultats concrets, des résultats tangibles. C'est ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. 92% des marketeurs en France estiment que le programmatique Digital Out of Home propose des opportunités publicitaires les plus innovantes parmi tous les canaux médias. Donc là, on en revient à la possibilité d'être personnalisable sur un média de masse, et finalement encore une fois, je vais me répéter, mais de cibler la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Et on le fait grâce à la Dynamic Creative Optimization. Alors c'est très populaire, on en entend beaucoup parler, puisque 95% des répondants de l'étude envisagent d'intégrer la DCO à leur campagne. Et pour rappel, la DCO, c'est la possibilité de personnaliser la publicité en fonction d'événements extérieurs. Donc vous pouvez vraiment adapter votre message, utiliser plusieurs créatives avec des événements extérieurs tels que le temps, la température, l'indice UV, un événement sportif, les résultats d'un match par exemple, et de personnaliser votre publicité. Voilà. Et le point que je voulais souligner ici, c'est que seulement 6% des marketeurs aujourd'hui utilisent actuellement le DCO. Donc on a essayé de comprendre pourquoi. Il y a beaucoup d'intérêt, mais très peu d'activation encore. Et finalement, les résultats montrent que 52% manquent de connaissances et de compréhension par rapport aux capacités de la DCO, la manière de l'activer. Les ressources créatives également semblent être limitées pour développer des modèles publicitaires. Donc c'est quelque chose sur lequel on va développer aussi un argumentaire, parce qu'il y en a des ressources. Et finalement, des contraintes budgétaires aussi. C'est vrai que ça a un coût d'être personnalisable. Donc, c'est quelque chose qui ressort aussi du rapport. Et je crois que j'arrive à la fin. Voilà, donc j'ai rejoint les équipes de View récemment. La publicité extérieure, c'est encore tout nouveau, mais j'apprends énormément par rapport à toutes les régies avec lesquelles on travaille, les agences médias. Qui font partie de notre quotidien. Donc ma légitimité aujourd'hui, elle est grandissante, je vais dire. Mais en tout cas, si je peux vous parler d'un point, c'est de télécharger le rapport, et pas seulement le français, mais celui des résultats globaux aussi, parce que c'est une étude qui est très enrichissante, qui vous donne vraiment des données tangibles sur l'évolution du marché. Mais globalement, c'est un marché qui est en pleine croissance et on a plein de belles choses à venir. Voilà, je vous remercie. JC, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Marina. Alors, bien sûr, vous pouvez
prendre vos téléphones et scanner le code ici, ou alors vous pouvez aussi, parce que vous avez dû trouver ces petites choses, donc je vais essayer de le faire face à vous en direct. Si vous tirez la languette, vous avez voilà, vous avez alors moi, il n'est pas sorti aussi vite, mais pour certains, il a vraiment jailli hors de la boîte. Le mien, en fait, était un petit peu fatigué, et vous avez donc quelques reminders, rappels des chiffres pour le marché français. Voilà. Marketing n'arrête pas d'innover, on est tous conscients de tout cela. Mais bon, c'est tout à fait sympa, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, vous pouvez aussi le garder. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'après, vous pouvez aussi le replier, donc bien évidemment, c'est flexible. Voilà, sur ce, merci Marina, et je vais donc demander à notre panel Byside de venir me rejoindre. Donc nous avons Tanguy van Ingelkom, le CEO de Tate Jordan. Tanguy, bienvenue, je t'en prie, viens nous voir. Axel Brio, qui est Account Director chez StackAdapt. Axel, bienvenue, merci. Et nous avons également Théo Fontenit, le Head of Out of Home Stratégie Développement pour l'agence Havas. Donc, messieurs, mesdemoiselles, mesdames, oui, tout à fait, on en a parlé tout à l'heure, eh bien, bienvenue. Donc, on va donc parler du panel Byside. Donc, nous avons présence d'agences, une agence très très connue en France, une agence au niveau européen et un DSP au niveau mondial, StackAdapt, avec qui nous travaillons déjà dans plusieurs pays. Alors, tout à fait rapidement, il y a eu beaucoup de chiffres qui ont été mis en avant. Il y avait un chiffre, moi, qui m'avait un petit peu surpris, et j'aimerais qu'on le valide un petit peu ensemble. C'est que nous avons appris que 46% des personnes, en fait, c'était pas 51, c'est plutôt 46%, des marketeurs ont déclaré intégrer de manière exclusive l'achat programmatique dans leur campagne. La première question que j'ai, c'est est-ce que vous voyez cela en direct sur le marché? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez? Je sais que Théo a une vision un petit peu là-dessus, donc Théo, on va peut-être démarrer avec toi directement, vas-y. Ok, très bien. Non, alors justement, j'ai été assez surpris aussi par ce chiffre. Ouais. Parce que ce n'est pas ce qu'on constate, nous, aujourd'hui, chez Havas Media, mais je pense que plus largement sur le marché, dans des grosses agences, le DOH programmatique, il n'est pas autant utilisé que le chiffre semble le montrer dans les stratégies des annonceurs. Donc c'est un travail que nous, on essaye de faire au quotidien, évidemment, d'intégrer ce levier au maximum pour sa pertinence. On sait, voilà, on l'a vu tout à l'heure, sa flexibilité, sa capacité de ciblage, la possibilité d'optimiser les campagnes sans engagement budgétaire, aussi les sujets de brand safety, de premiumness par rapport à d'autres inventaires programmatiques, font que le DOH programmatique a de beaux jours devant lui, beaucoup de qualité, mais aujourd'hui sous-utilisé par les annonceurs. On en discutera après sur les raisons de ça, mais je pense que peut-être que ce chiffre est un peu surévalué par rapport à ce qu'on constate nous aujourd'hui dans la réalité des choses. Ok, merci, c'est très clair. Et toi, Tanguy, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu remarques? Donc moi, je vais me permettre de parler plus du côté moyenne et petites agences, donc ça va un peu contraster. Deux choses, c'est vrai que le chiffre peut paraître un peu surprenant. Je ne saurais pas dire exactement, pas avec précision, combien est-ce que j'estimerais. Dans tous les cas, quelque chose que je peux dire qu'on observe beaucoup dans les 2-3 dernières années, c'est qu'il y a beaucoup plus d'intérêt pour ce côté programmatique DOH. Je me souviens, il y a 3-4 années, quand on essayait de le briefer, c'était assez frileux du côté client, on ne comprenait pas vraiment ce que ça comprenait, l'intérêt pour eux. Et petit à petit, on a des clients qui reviennent en disant « vous aviez parlé de ça, fin d'une slide, etc. » Qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Et le pourquoi, en fait, il s'explique déjà avec une facilité pour nous aussi, les traders médias, où on imagine, parce que de temps en temps, on fait aussi des briefs OH plus classiques, au lieu de devoir contacter 12 publishers, on va aller contacter un ou deux SSP et surtout sur des briefs avec beaucoup de pays, notre job va être fait. Il y a aussi un côté technique qu'on développera plus tard avec maintenant des possibilités de faire de l'omnichannel, du réengagement, du drive to store, enfin plein de beaux mots pour dire que maintenant c'est plus juste des écrans mais ce qu'on peut faire derrière. Et enfin il y a aussi le fait que juste pour repartir sur le côté omnichannel un peu plus, le DOH, c'est plus seulement délivrer des impressions sur des écrans. Maintenant, ça peut permettre de réengager et de vraiment mettre ce mot omnichannel qui ne veut pas juste dire on met 5 formats en même temps, mais qui veut aussi dire, dans un sens, réengager l'utilisateur à travers un tunnel de conversion avec un message consistant.
Donc ça veut dire on va commencer quelque chose plus top of mind, voilà un peu ce qu'est la marque, ses valeurs, présenter peut-être les produits et finalement aller vers de la conversion avec des formats plus drive to website dans ce cas-ci. Ok, très clair. Mais on va bien sûr parler de l'omni-channel. Et alors toi, Axel, est-ce que tu vois cette tendance? Est-ce qu'elle est aussi forte que cela, ou est-ce qu'elle est plutôt, comme le disait Théo de son côté, plutôt c'est une tendance et elle n'est pas encore là, mais en tout cas peut-être qu'elle y va? Moi, je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche très bien. Moi, je l'observe. Alors, pareil, je ne pourrais pas dire si c'est 51, 45. En tout cas, d'un point de vue DSP, on remarque qu'on a de plus en plus de demandes de ce canal DOH, qui est souvent intégré à une stratégie multicanal, c'est-à-dire que oui, on va faire découvrir un produit, mais même pour la performance, on en parlait, via le DOH, et après retoucher les personnes sur des formats un petit peu plus de performance. Et là aussi, on peut voir, il y a eu un impact, et je pense que c'est depuis, on va dire, 1 an, c'est que Google a annoncé du coup la perte des cookies, et c'est vrai que le format, donc on a cherché pour nos clients des formats qui permettaient du coup de toucher des personnes sans utiliser les cookies, et le DOH en fait partie. Donc c'est pour ça que de plus en plus on l'intègre dans nos plans, même si bon, on sait que les cookies sont toujours là aujourd'hui, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc du coup on l'intègre de plus en plus dans nos plans médias pour toucher les personnes de manière contextuelle. Ok, très clair. Alors, vous avez fait référence chacun d'entre vous au multicanal. Donc, je pense qu'il faut un petit peu qu'on en parle durant 2-3 minutes. Quels sont les bénéfices du multicanal? C'est vrai que Tanguy, tu en as un petit peu parlé. Donc, tu as parlé du fait qu'on pouvait donc avoir une approche brand en début de funnel et aussi au niveau du call to action plutôt en bas de funnel. Est-ce que tu as quelques exemples? Est-ce que tu veux dire quelques mots? Et après, on posera la question à tes co-panélistes. Alors oui, donc déjà il faut bien comprendre, pour donner quelques exemples, on peut parler par exemple d'une campagne que j'avais faite, pas avec Ted Jordan, mais quand j'étais côté DSP, parce que je crois que c'est un bon exemple, c'était avec Samsung dans ce cas-ci, Publicis, pardon, où au final, pour leur nouvelle marque de téléphone B2B, on avait inclus plein de formats ensemble avec ce côté réengagement. Et on ne va pas revenir sur beaucoup d'études qui ont été faites, mettre plusieurs formats ensemble, ça va fonctionner mieux que mettre tout notre budget sur un format. Et donc l'objectif avec ces campagnes, j'ai parlé de d'avoir un message consistant, mais pas forcément exactement le même à travers les créas, c'est qu'on commençait dans les bureaux de Paris, dans ce cas-ci les WeWork de Paris, pour présenter vraiment des belles images à travers la journée des téléphones. On continue avec des vidéos qui vont vraiment montrer c'est quoi le produit, ses avantages, et même aussi de la TV. On finit avec du native et du display, avec des call to action forts pour justement vendre des produits. Et ça, pour moi, c'est une belle campagne omnicanal qui aussi fait des conversions dans ce cas-ci. Très bien. Et alors toi Théo, tu es quand même d'accord que c'est une vraie tendance avec un effet de levier important pour le média? Oui, je pense même que c'est le levier de croissance principal du DOH programmatique, c'est sa capacité à s'intégrer dans des campagnes omnicanal. Pour moi, il y a trois leviers de croissance. La première, c'est comment un média qui fonctionne très bien aujourd'hui, le DOH, on a vu les chiffres Kantar janvier-septembre, c'est plus 60% versus l'année dernière. Donc on a déjà un média qui est en forte croissance. Je ne pense pas qu'on va être sur un shift des investissements DOH classiques, traditionnels, vers le tout programmatique. Ça, c'est illusoire. C'est comment l'approche programmatique va nous permettre d'amplifier le média. Et pour moi, il y a trois leviers. La première, c'est comment est-ce qu'on va chercher des annonceurs aujourd'hui qui ne font pas de DOH. Et ça, on peut les capter par des approches omnicanales et intégrer le levier DOH dans ces approches-là pour aller chercher de la croissance sur des annonceurs qui ne connaissent pas le média et qui sont plutôt purement digitaux, web, audio ou connected TV. La deuxième, c'est comment, dans ces stratégies omnicanales, j'utilise le DOH comme une extension d'audience par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le levier DOH, il a quand même une spécificité particulière, c'est que c'est le média de la mobilité, c'est le média de la rue, c'est le média des transports, et il permet de toucher une cible extrêmement large. On ne sera jamais sur du one-to-one en DOH programmatique, on sera sur du one-to-few, parce qu'on va faire du ciblage, et donc on va restreindre ce one-to-many qu'on a l'habitude de faire avec le OH. Et du coup,
le programmatique va venir en extension d'audience sur des audiences qu'on ne touchait pas ou qu'on touchait peu actuellement avec le programmatique simple. Et le troisième levier, c'est comment j'intègre finalement ce DOH programmatique en complémentarité des autres leviers et comment je les fais travailler ensemble, comme tu l'expliquais très bien Tanguy, pour que chaque activation joue son rôle de manière à ce que la campagne soit la plus performante et la plus pertinente possible. Et donc, le DOH programmatique va venir avec plusieurs cordes à son arc, c'est-à-dire qu'il peut travailler le branding, mais il peut aussi travailler la perf, le drive to business, le drive to store, et être finalement aussi le dernier média avant l'acte d'achat ou des choses comme ça. Voilà. Tout à fait. Non, mais c'est aussi une tendance que l'on voit sur d'autres marchés. Donc la France n'est pas une exception média en l'occurrence. Et alors toi, Axel, est-ce que c'est la même tendance que tu vois? Est-ce que ce sont les mêmes leviers de croissance? Oui, tout à fait. En fait, comme vous le disiez tous les deux, le multicanal est de plus en plus important et on l'intègre toujours plus souvent maintenant dans notre stratégie digitale pour nos clients, annonceurs et agences. Et pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, tu l'évoquais, Théo, c'est pour le reach, donc toucher le plus de monde possible. Aujourd'hui, on consomme tous des médias de manière différente. Et si on veut pouvoir toucher tout le monde, il faut utiliser différents médias. Et deuxièmement, c'est la performance. D'utiliser, comme tu le disais, de faire découvrir un produit via du DOH, via de la CTV, pour après retoucher les personnes via des formats plus performants. On peut le faire aujourd'hui et ça permet du coup d'augmenter les performances. On a justement réalisé une success story en Angleterre avec une agence média pour un annonceur dans le travel pour faire découvrir un endroit qui s'appelle Isle of Man. Et du coup, on a utilisé donc le format programmatique DOH pour faire découvrir, en association avec du display autour des points de contact de l'écran. Et donc, ce qui nous a permis en fait de remonter de meilleurs taux de conversion évidemment, de meilleurs taux de trafic, parce qu'on a vu aussi que ça avait un impact sur le search. Donc, c'est pas uniquement en fait dans cet univers programmatique, mais aussi sur le search. Et donc, du coup, beaucoup plus de trafic sur le site et beaucoup plus de conversion après pour venir à l'événement. Donc, oui, en fait, multicanal, on pousse de plus en plus. Très bien. Donc là, bien sûr, c'est qu'on voit que 36% des personnes qui ont répondu prévoient donc d'utiliser donc le média dans leur mix et dans leur campagne dans les 18 prochains mois. On a parlé donc de l'importance que vous voyez du programmatic out of home dans le multicanal. Moi, j'aimerais essayer de comprendre quels sont les challenges. On a vu quels étaient les bénéfices, on vient d'en parler, mais quels sont les challenges à cette intégration et comment cette intégration pourrait être en fait plus forte. Alors, peut-être commencer par Théo, est-ce que tu as une idée? Pour moi, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est, je parlais d'intégrer le DOH programmatique dans les stratégies omnicanal programmatiques. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème, en tout cas qu'on a en agence, c'est-à-dire que le réflexe du DOH en tant que média et levier programmatique n'existe pas, ou très peu. C'est-à-dire que les cellules conseil chez nous, et même les annonceurs chez nous, n'ont pas ce réflexe de se dire « je vais faire une campagne programmatique et je vais intégrer le levier DOH comme un autre levier programmatique digital classique ». Donc il y a tout ce travail d'éducation qu'on essaye de faire au sein des agences, auprès des annonceurs, auprès des équipes conseil. Et je pense que quand le réflexe viendra, automatiquement, on aura des budgets qui vont se libérer, entre guillemets, et on va gagner un petit peu de part de marché versus d'autres médias digitaux sur les campagnes programmatiques. Et la deuxième, c'est la mesure. Aujourd'hui, on est encore un peu sec sur la mesure du DOH programmatique et de l'efficacité du média et de sa complémentarité avec les autres leviers. On a des études de branding, mais qui restent assez finalement basiques et qui apportent pas vraiment beaucoup d'enseignements. Ce qui manque aujourd'hui, c'est des choses robustes pour prouver l'efficacité du média, prouver l'efficacité de l'approche. Voilà, on sait que c'est un média qui fonctionne très bien, mais on n'a rien pour le démontrer vraiment de manière pertinente et rigoureuse. Alors si jamais je résume ton point, d'un certain côté le manque donc de mesures, donc ça c'est un fait, et de l'autre côté le fait qu'il y a beaucoup d'évangélisation et c'est pas encore une approche qui est complètement top of mind.
De votre côté, donc de ton côté, Axel, est-ce que c'est ce que tu remarques ou est-ce que tu as d'autres challenges que tu voudrais mettre en exergue? Non, c'est exactement la même chose. C'est vraiment l'éducation, enfin, faire découvrir ce format et son impact sur des stratégies multicanales et justement le awareness, de stratégie full funnel. C'est vraiment ça, l'éducation et la mesure aussi. Donc, j'ai pas vraiment grand-chose à rajouter, mais c'est vrai que voilà, ça va arriver, on y croit, et de plus en plus. Les études de cas sont là, mais voilà, il faut vraiment. Ouais. Et toi, Tanguy? Ça a été très bien résumé, je dois dire. Si je peux juste me permettre de rebondir sur le point de la mesure, justement, pour déjà dire que je suis 100% d'accord avec ce côté-là. Oui, parfois c'est un peu un Graal DOH niveau études. C'est assez amusant parce qu'on peut avoir des stratégies, on peut même mesurer des conversions en magasin, par exemple JCDecaux dans les Monoprix. Mais à côté de ça, quand on est sur du brand uplift, quand il n'y a pas de magasin, on peut faire du drive to store ou même un site web où on pourrait utiliser Device ID pour matcher sur des achats. Force est de constater que voir les brand uplift à l'heure actuelle sont compliqués, et quelque chose qui pour moi est aussi pas un frein, mais qui va aider à pérenniser dans le futur le marché du DOH, ça va être non seulement de faire des études par rapport au DOH en soi, mais aussi par rapport aux typologies d'écran. Quel type par rapport aux tailles, par rapport aux endroits des écrans. Je pense que quand les budgets, les agences, et dans ce cas-ci c'est plus les grosses agences qui habituellement font ce travail, le font très bien, ça donnera beaucoup plus d'éléments aussi pour nous, média traders, à faire des belles campagnes avec des stats, de savoir que, par exemple, dans les malls, c'est plus, oui, ce type de personnes-là, mais voilà un peu les types de plifs qu'on peut dire dans les offices, les tailles d'écran, etc. Oui, j'aimerais dire juste deux choses. Parfaitement d'accord qu'on n'est pas sur du one-to-one. Je pense qu'un des grands bénéfices du média, en tout cas, ça ne serait certainement pas lui rendre service que de le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Il faut toujours jouer sur les bénéfices et sur les qualités intrinsèques. Et là, on est sur du one-to-many. Ça a toujours été du one-to-many. Et il est vrai que le programmatique, avec la flexibilité offerte et le peu de data, certes, que l'on a, permet de rentrer dans une logique en one-to-fewer. Idéalement one-to-very few. Mais là, on est encore dans une logique où, je suis d'accord avec toi, il faut jouer sur quel type d'environnement, quel type d'écran, quel type de moment, pour pouvoir vraiment être beaucoup plus efficace. Et il est vrai que dans ce cas-là, ensuite, la mesure devient quelque chose de plus facile. Mais encore une fois, on ne clique pas sur un écran. Donc, ce sont des études, ce sont des setups qu'il faut mettre en place ensuite. Et c'est vrai que c'est un frein, mais je suis parfaitement d'accord avec ce que dit le panel. Vous pourrez revenir l'année prochaine. Merci. Donc, slide suivant. Voilà. Alors, le DCO, on en a parlé. On est toujours un peu sur « Ah mais c'est génial » et en fait, personne ne le fait. Je pense que c'est un peu le syndrome. Et je tiens à rassurer les personnes qui connaissent bien ce média, mais qui ne connaissent pas que ce média. C'est aussi un peu l'histoire du web digital. C'était le cas il y a à peu près 10 ans. Tout le monde disait « Mais le DCO, c'est fantastique ». Mais en fait, ça coûte un bras, c'est compliqué, c'est dur, il faut trouver la bonne data. C'est vraiment pas simple à activer. Donc je pense que vous êtes d'accord avec les chiffres que l'on voit ici. Tout à fait, oui. Et même pas d'accord, c'est vraiment ce qu'on observe, si on est honnête. Et d'ailleurs, tous les points que vous avez levés sont exactement les soucis. C'est une très belle histoire mise en slide. Quand on arrive à la réalisation, déjà, il faut qu'on se souvienne qu'on a parlé de l'histoire. Et ensuite, les créas, coûteux, la technologie, le côté, il faut avoir la bonne idée aussi, c'est pas juste on fait du DSE pour faire du DCO, et aussi derrière tout ce que ça implique pour l'agence, c'est du travail en plus pour l'agence, et malheureusement beaucoup d'agences aussi, passer le cap des slides, n'en parlent plus vraiment. Mais je pense que c'est ça le point en fait. Tu parles de le bon concept, la bonne idée, la bonne strat. En tout cas, je pense que c'est ça le point central, c'est qu'il faut arriver à vendre le concept, en quoi est-ce que le DCO donne du sens, et il ne donne pas forcément du sens sur toutes les campagnes. Axel, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, tout à fait. En fait, moi, je suis complètement d'accord avec ce chiffre. Aujourd'hui, pourquoi c'est pas trop utilisé, c'est justement le coût et l'efficacité aussi. On a du mal à mesurer l'efficacité, de se dire, est-ce que, vu qu'on est habitué au format traditionnel, est-ce que d'utiliser des créatives un peu dynamiques, est-ce que ça va améliorer mes campagnes ? On ne peut pas encore le garantir, même si on commence, comme on disait, à avoir des études là-dessus. Des success stories. J'ai pu lire aussi une news ce matin dans The Media Leader concernant justement un acteur du DOH
qui disait qui appuie le fait que cette dynamique créative de DCO est vraiment utile et peut être utile. Il disait justement de mettre des écrans, par exemple. C'était dans des écoles et avec des créas dynamiques, on voyait que justement là, les personnes qui voyaient l'écran étaient beaucoup plus impliquées, avaient beaucoup plus d'intérêt pour la publicité. Donc il y a un intérêt, il est là, il faut qu'on arrive à le montrer et il faut qu'aussi le coût soit moins cher. Et c'est vrai que pour l'instant, ça y est, certains DSP commencent à aussi intégrer les créas dans leur technologie, donc qui permettrait de réduire le coût et donc du coup d'utiliser plus facilement cette solution qui performe. Et de ton côté, Théo, est-ce que le coût est le principal bloqueur ou il y a d'autres bloqueurs? Non, je pense que déjà, la personnalisation à grande échelle, c'est un atout formidable pour le média. Oui. Mais ce n'est pas ce qui doit être déclencheur dans je fais du programmatique ou je ne fais pas du programmatique. C'est une corde encore plus à l'arc du levier. Ça séduit les annonceurs, mais on ne va pas arriver aujourd'hui vers les annonceurs en leur disant je te vends une campagne programmatique parce qu'on va faire de la DCO. C'est plutôt je te vends une campagne programmatique parce que je pense que c'est pertinent pour tel et tel sujet en complémentarité avec les autres leviers pour un ciblage spécifique. Et en plus, j'ai cette brique DCO qui va te permettre de personnaliser, d'affiner la contextualisation de ta campagne et d'amplifier un petit peu le message et le ciblage que tu fais. Les freins qu'on a aujourd'hui, d'une part, les régies n'étaient pas encore tout à fait au point sur la techno. Mais on ne va pas se cacher non plus derrière ça. La deuxième, c'est la difficulté qu'ont les agences créa à anticiper la livraison des créas, parce qu'on les a aussi mal éduqués. Parce que ça fait des années qu'on vend du DOH et qu'on dit, maintenant avec les campagnes DOH, vous pouvez livrer les créas 1 semaine, 3 jours, 2 jours avant la campagne. Quand on fait de la DCO, ils se sont habitués à ça. Aujourd'hui, les agences créa se sont habituées à ça. C'est absolument impossible. Ouais. Et donc aujourd'hui, quand on leur dit on va faire de la DCO et qu'il faut anticiper 1 mois et demi à l'avance la livraison des créas, il n'y a plus personne. Donc il y a aussi ce travail-là de dire si on veut travailler ce levier qui est intéressant, il faut qu'on l'anticipe et c'est pas encore dans l'ordre des choses. Très clair. Donc, on va parler donc d'un sujet qui est extrêmement porteur en France. On va parler de durabilité et impact carbone. Alors, vous voyez les chiffres, hein, 65%, donc c'est 2/3 des marketeurs reconnaissent la capacité de l'out-of-home programmatique à offrir une portée durable et éco-efficace. Et ça, c'est particulièrement important parce qu'il y a encore 2 ou 3 ans, la perception du média était désastreuse sur ce domaine et il y a eu beaucoup d'études qui sont arrivées, qui ont vraiment expliqué qu'en fait ce n'est pas parce qu'un écran est dans la rue qu'il y a un impact qui est pire. Bien au contraire, faire une campagne en out of home, c'est un petit peu comme prendre le train versus faire une campagne sur le mobile où c'est un petit peu comme prendre un jet privé puisque vous touchez qu'une seule personne. Donc quand on le rapporte au nombre de contacts par rapport à l'effet de la campagne, eh bien, c'est beaucoup plus efficace. Mais il est vrai que c'est du travail d'évangélisation et d'explication. Mais si jamais on revient ici, 2/3 disent oui, c'est absolument clé, et à peine 1/3, en fait, l'insèrent et en tout cas en font une priorité dans leur décision média. Est-ce que c'est une tendance que vous voyez aussi ? Je vais commencer parce que ça va être rapide pour moi. Aujourd'hui, je sais qu'on en parle beaucoup et comme tu le disais, ça fait 3 ans qu'on en parle et c'est vraiment important. Aujourd'hui, ça ne se vérifie pas au niveau des briefs et qu'on reçoit des agences ou des annonceurs. On a très peu, on a eu peut-être l'année dernière ou encore il y a 2 ans, mais voire 0 ces derniers temps, au moins en France. Donc c'est vrai que c'est difficile de se positionner là-dessus. Après, on essaie tous de trouver une solution pour justement réduire l'impact énergétique des campagnes. Et pour ça, on va trouver des solutions comme créer son propre techno ou alors s'associer à des technos qui fonctionnent bien dans le marché comme Scope 3. Mais c'est vrai que c'est difficile de se lancer dans la création de techno quand on ne sait pas combien, on n'a pas d'idée de budget qui est relié à tout ça. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas trop de demandes, donc je pourrais pas trop répondre là-dessus.
Et tu en penses quoi, Théo? Alors, parce que bien sûr, en tant qu'agence, tu dois avoir beaucoup de demandes de la part de tes clients. Alors, paradoxalement, la force du média, affichage et DOH plus largement, qui est le fait que ce soit tangible, visible par tous, en a fait sa faiblesse sur ce sujet-là. Tout à fait. Parce qu'on a été la première cible de toutes les écologistes qui ont pointé du doigt le média DOH comme étant inutile et extrêmement polluant. Et heureusement, et depuis il y a 2 ans et demi, on avait des coups de téléphone des annonceurs tous les jours quasiment qui nous disaient est-ce que je fais une campagne DOH, là je suis pas trop à l'aise avec ça, même s'il y avait conscience que c'était pas énergivore, mais le public, la perception publique, elle était contraire. Donc il y a eu tout un travail de réassurance qui a été fait par les agences, mais aussi par les régies et plus globalement par le marché, avec cette étude KPMG qu'a sorti l'UPE et qui a permis de réassurer sur ce niveau-là. Mais dire aujourd'hui qu'on est briefé pour des campagnes DOH parce que c'est un média qui est plus écologique que les autres, c'est faux. Ça n'existe pas. Et il y a encore du boulot, quoi. Il y a encore du boulot, mais je pense que ça ne viendra. Je ne suis pas sûr, de toute façon. Je ne m'attends pas à ce qu'un jour on soit briefé parce que c'est un média qui est plus responsable que d'autres. En revanche, ce qu'on peut mettre en place, nous, en tant qu'agence, c'est ce qu'on fait chez Havas. On a deux solutions aujourd'hui qui existent, qui sont HIC, qui est un calculateur d'impact carbone de toutes nos campagnes, mais plurimédia, hein, pas que OH ou DOH, qu'on met à disposition de nos annonceurs. Et pour aller plus loin, chez nous, le CSA a aussi mis en place une modélisation économétrique, MMM, qui intègre la contrainte carbone dans les stratégies qu'on propose à nos annonceurs. Et donc on peut dire, voilà, si votre objectif c'est de réduire votre impact carbone l'année prochaine dans vos campagnes médias de 15%, on met la contrainte, on l'intègre dans la MMM et on est capable de vous sortir quels sont les médias les moins polluants, quels sont les médias à privilégier, tout en conservant les autres KPI de performance business ou performance média. Très, très, très intéressant, parce que je n'ai pas entendu d'autres agences qui avaient cette approche. Oui, je pense vraiment qu'on est les seuls, en tout cas à ma connaissance actuellement. Good job. Et alors toi, Tanguy? Je les rejoins déjà à 100% sur ce qu'ils viennent de dire. Déjà, personnellement, en tout cas pour le DOH, c'est pas du tout des contraintes souvent qu'on a. Il faut quand même rappeler aussi que c'est des LED. Les LED, c'est quand même beaucoup moins énergisantes que l'incandescence. Et à côté de ça, si justement, parce qu'on regardait dans ce cas-ci avec 4 formes, l'empreinte carbone par format, quelque chose que je trouve plus intéressant si on me demande justement d'optimiser cette empreinte carbone, je ne regarderais pas forcément le format DOH. Je regarderais en premier, moi ce que je peux actionner, ce serait plutôt le display, le native et genre de format, avec toutes nos problématiques d'header bidding, de multi-bidding, enfin plein de choses bidding, tout ça pour dire qu'on envoie à tout le monde la même bid request pour une seule personne. Là, je pense qu'on peut plus trouver un problème. Et en plus de ça, ce qui est assez amusant avec ces problématiques d'header bidding, c'est quand on commence à optimiser ça, on optimise aussi les performances sans le vouloir. Donc, c'est plus là-dessus que je me focaliserai. Et en deuxième point, mais c'est plutôt en amont, ce serait plutôt sur les côtés vidéo. Il faut savoir que faire un spot TV, il faut des comédiens, c'est un tournage, c'est souvent c'est même des plans drone de nos jours, avec en plus l'écran qui est beaucoup plus énergivore, ce serait plus là-dedans. Mais ce serait avant la campagne dans ce cas-ci. Donc personnellement, côté DOH, je dois dire que ce n'est pas vraiment même des questions qu'on nous pose beaucoup. Si on nous pose la question, ce sera plutôt sur les campagnes display ou sur les campagnes vidéo qu'on va se focaliser. Ouais. Très clair. Et je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis sur le pre-bid ou le header bidding. En fait, ça démultiplie les impacts serveurs. À part que c'est caché, les gens ne le voient pas, mais c'est vrai qu'il y a un véritable impact. Très bien. Donc, 92% des marketeurs et personnes d'agence considèrent que le programmatique à Novum offre des opportunités publicitaires, les opportunités publicitaires les plus innovantes par rapport à tous les autres canaux. Ils étaient un peu enflammés quand ils ont répondu. Quand même. 92%, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on n'est pas dans la logique du c'est nouveau, donc c'est beaucoup plus innovant? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de biais là? Ou alors est-ce que vous pensez vraiment que c'est un média qui vraiment répond à cette logique et les 9 sur 10 qui le pensent vraiment, en fait, ils ont raison? Allez-y, alors qui veut répondre? Je peux commencer. Vas-y. C'est une discussion que j'avais une personne dans la salle tout à l'heure, justement, qui était de dire, finalement, ça fait 3-4 ans qu'on parle de programmatique DOH en France,
Et le discours, il est un peu le même depuis 3-4 ans. Il y a eu peu d'innovations parce que finalement, on a anticipé toutes les innovations qui allaient venir, on en a parlé tout de suite, et aujourd'hui, on est un peu à ça c'est un peu toujours les mêmes choses. Donc heureusement, dans la réalité, on avance, et on a un écosystème qui se construit, qui se consolide, mais en termes d'innovation, il n'y a pas énormément de choses. Il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Je dis ça pas parce que tu es là, Valérie, mais avec la nouvelle mesure d'audience dans les transports métro-gare, on sait qu'on va avoir des capacités de ciblage dans cet univers qui vont être décuplées, avec de la data à l'écran, à la tranche horaire, même à la demi-heure, et on a des nouvelles choses qui arrivent. Et donc on sait qu'on va être encore plus précis dans ce qu'on peut faire. Et donc là, c'est des innovations qu'on peut tester avec nos annonceurs, qui sont intéressantes. On a, avec Deco, toute la data Monoprix. Nous, aujourd'hui, dans le groupe Havas, on a beaucoup d'annonceurs sur le secteur food. Lactalis, Aventia, JDE et d'autres. Et on fait quasiment rien avec eux. Est-ce que mais que ce soit en affichage classique, en DOH classique, on fait quasiment rien. Est-ce que le levier programmatique, avec l'activation de data shopper, ne peut pas être un moyen de les faire venir sur ce type de médias qu'ils n'utilisent pas aujourd'hui, puisqu'ils ont des mix qui sont très télé, et ils laissent peu de la place à d'autres leviers. Donc, je m'écarte peut-être un peu du sujet, mais je pense qu'il y a des choses à faire encore. Non, mais tout à fait. Il n'y a pas de grandes innovations, mais le fait qu'on ait accès à de plus en plus de data va nous permettre, je pense, de déclencher de nouvelles choses. Très clair. Et toi, Tanguy, de ton côté, est-ce que tu as une vue là-dessus ? Oui, j'aurais tendance à un peu rejoindre sur le fait qu'il n'y a pas... Au niveau des innovations, elles existent déjà depuis quelques années, c'est vrai. Mais moi, j'aurais tendance à dire que c'est plus la prise en main de ces innovations qui fait que ça commence à évoluer. Ouais. On parle de Drive to Store, ça existe pas. Les technologies pour existent déjà depuis longtemps, en fait. Mais le fait qu'on commence vraiment à utiliser, tu vois, de plus en plus, justement, dans les plans DOH, qui sont souvent, dans ce cas-ci, programmatiques, on nous dit, voilà, on a 24 magasins en France, qu'est-ce qu'on peut faire en DOH ? Eh ben, on va aller regarder tous les latitudes, longitudes de chaque magasin, sélectionner tous les screen ID, contacter 2-3 SSP pour vraiment avoir maximisé le reach sur ces écrans. Et là, d'un coup, on a un plan qui, il y a quelques années, potentiellement pouvait déjà être fait, mais enfin commence à être pris en main. Et à côté de ça, c'est pas seulement tout ce qu'on peut faire maintenant avec cette prise en main. Il y a aussi le fait que de plus en plus de DSP permettent de targeter vraiment chaque screen ID. Donc je peux par exemple aller dans une gare et choisir tous les halls d'entrée, ou choisir vraiment les écrans un à un par rapport à ce qu'on veut. Et il y a tout ce côté qui, pour moi, je trouve assez magique avec le DOH, c'est ce côté contextuel. Si maintenant il y a une marque de protéines qui arrive de près de moi pour faire une campagne, c'est quasiment certain que je vais lui proposer d'aller dans les salles de sport, parce qu'il y a un match parfait. Si vous vendez des pneus, les changements météorologiques, c'est top. Si vous avez des produits contre les rhumes, bonne chance, vous pouvez aller en DCE dans ce cas-ci avec le pollen, c'est un match de nouveau qui est parfait. Donc il y a vraiment déjà des cas où ça devient parfait, et c'est le côté technologie qui commence enfin à être pris en main qui rend le média de plus en plus intéressant, je pense. Super. Alors pour notre dernière question, je vais vous demander une réponse quasiment en une phrase. Si on regarde l'avenir, quelle tendance spécifique voyez-vous émerger pour le programmatique out of home dans les 12 prochains mois ? Axel, une phrase ou un mot. Ouais, je sais pas, multicanal, ouais, l'association des canaux pour moi. Ok. Et toi, Tanguy ? Moi, ce serait l'accessibilité sur tous les DSP des inventaires OH en Open RTB. Donc pouvoir les toucher peu importe où on est sans avoir besoin de faire de deal, vraiment simplifier l'achat pour tout le monde pour que toutes les marques puissent y accéder facilement. Et toi, Théo ? Deux choses. La première, c'est la mesure. Moi, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Je pense que voilà, il y a un vrai sujet sur la mesure, et si on veut aller plus loin sur le DOH programmatique, il faut aller plus loin sur la mesure. Et la deuxième chose, il y a une grande tendance aujourd'hui dans les médias qui est le retail média. Et je pense que le DOH programmatique ne doit pas aussi rater le virage du retail média. Et il y a aussi des choses à faire, du business à aller chercher sur ces sujets-là. Super, merci beaucoup. Merci Axel, merci Théo, merci Tanguy. Donc nous venons d'entendre des feedbacks et des réponses plutôt ultra
pertinente et sans embâge de la part de nos 3 panélistes, et je suis absolument convaincu, parce que je connais un petit peu les 3 panélistes suivants, que les réponses seront également directes et sans embâge. Mais en tout cas, elles seront particulièrement pertinentes. Donc j'aimerais faire venir Valérie Descamps, directrice générale de Média Transport, Isabelle Schlumberger, Executive Vice President Sales and Development de Gisdeco France, et bien évidemment Manuel Berland, le président directeur général de Philippe Média. Allez-y, installez-vous. Donc, juste un petit feedback. Vous avez vu un peu le panel by-side. Vous en avez pensé quoi, juste en quelques petites secondes? Alors, ils sont là, bien sûr, donc c'est un peu faussé, mais juste, est-ce que vous avez appris des trucs nouveaux? Est-ce que c'était intéressant? Qui veut se lancer? Merci, d'abord, parce que c'était, je pense, très franc. Et effectivement, on a bien perçu, comme les chiffres le montraient, le décalage qu'il y a entre, on va dire, un peu de wishful thinking et puis la réalité terrain. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que les choses avancent et que je pense que vous avez bien parlé de la réalité de ce qu'est ce segment du DOH aujourd'hui. Pareil, j'ai trouvé que c'était d'un très bon niveau, bravo, c'était vraiment intéressant. Oui, moi, ça me fait poser quelques questions, notamment sur le DCO, parce qu'on ne l'a pas encore installé, on est en train de le faire, je me demande s'il faut vraiment le faire, en fait. Bien sûr. Bon, donc non, mais c'est bien, parce que ça fait réfléchir à la façon dont il faudra justement justifier, légitimer des nouveaux outils qui arrivent, et pas tomber forcément dans le piège de l'innovation permanente. Tu vois, quand Théo parle d'innovation, c'est l'innovation, enfin, nous, on essaie de pousser l'innovation pour qu'elle soit utile. Innover pour juste faire innovation washing. C'est pas forcément efficace, ouais. Et je trouve qu'il y a un peu ça dans le programmatique. Et donc c'est bien que les professionnels le disent aussi, parce que parfois on a l'impression que côté régie, on n'a pas forcément la même perception. En fait, on l'a. Donc ça, c'est très intéressant, je trouve. Et toi, ton côté, Emmanuel? J'ai trouvé que c'était effectivement une très belle tendance par rapport à l'avenir, par rapport au plan d'action à mettre en œuvre, pour globalement faire grandir ce segment d'activité. Super. Bien, donc, 3 média owners qui gèrent des types d'inventaires particulièrement différents. On a des inventaires au niveau de la rue, au niveau du retail, mais aussi dans les aéroports. On a des inventaires dans tout ce qui est transport et tout ce qui est lié à la mobilité, dans les gares, dans les métros. Et on a aussi donc des inventaires qui sont aussi liés d'une certaine façon à la mobilité, mais dans une logique couverture de la France au niveau des stations-service. Donc en fait, la question, c'est que vous avez donc une vision complète du marché, chacun de votre côté. Qu'est-ce qui a été le plus grand défi sur l'année 2024 de votre côté, et quel est, de votre point de vue, la plus grande opportunité que le programmatique out of home puisse amener? Alors, on va peut-être démarrer, je ne sais pas, Isabelle, est-ce que tu as... Le mot a déjà été prononcé plusieurs fois, education, education, education. Je pense qu'on est tous là dans exactement le même bateau et à essayer, après le bateau, la charrette, mais tu vois, à tirer la charrette dans le même sens, que ce soit en agence, au niveau des DSP, chez nous, les média owners, parce que il est essentiel, bien évidemment, que finalement, ce nouveau canal d'achat, faut aussi replacer tout ça. Alors c'est peut-être parce que j'ai un peu de bouteille sur le marché, mais tu vois, c'est encore très récent. Peut-être qu'on a aussi eu un peu une attitude qui trop embrasse mal étreint. On voulait dire tellement de choses. On voulait tellement montrer que c'était innovant, moderne, et que ça allait révolutionner tout, qu'on ne s'est peut-être pas concentré sur, finalement, tu as prononcé le mot, Valérie, l'utilité de ce nouveau canal d'achat et pourquoi c'était pertinent, parce que je crois que ça l'est parfois, à d'autres moments ça ne l'est pas, et donc il faut être juste et mesuré en toute chose, et je pense qu'on est encore et on sera encore en 2025 sur un sujet d'éducation. Alors 2024, c'est évidemment, ça n'a échappé à personne, l'année des JO. Oui, en effet.
Donc une année exceptionnelle. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était justement de voir en quoi le programmatique pouvait nous apporter des annonceurs nouveaux. Et en l'occurrence, on a fait une année exceptionnelle, beaucoup plus frappante d'un point de vue gré à gré. Le programmatique a bien fonctionné pour les JO, mais pas plus que ça. On n'a pas vu la même bulle qu'au gré à gré. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est de voir que grâce au programmatique, on a pu avoir accès à des clients internationaux. Alors nous, on n'est pas comme le groupe de co présent partout dans le monde, donc pour nous, c'est un vrai sujet, d'ouvrir les canaux, d'irriguer le plus possible. Je pense à Chase Bank, par exemple, ou le groupe Grossière, les cosmétiques américains. Oui, ce ne sont pas forcément des marques que tu as toutes les semaines. Mais, pas du tout. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant de ne pas oublier. Enfin, moi, je sais que ma première approche du programmatique, il y a déjà plus de 3-4 ans, c'était, alors, je vais prendre une image, mais c'est vraiment d'ouvrir un maximum de tuyaux. Voilà. Et quand on est une entreprise franco-française, nous on est présent qu'en France, c'est important justement de s'ouvrir sur toutes les différentes sources de revenus qui peuvent venir. Une fois que j'ai dit ça, donc ça c'est le principal apport, on va dire, du programmatique en 2024. Je rejoins évidemment Isabelle et tout ce qui a été dit auparavant. On est encore au préliminaire, on est encore dans une approche qui doit rester encore très pédagogique. Tanguy, qui s'occupe du programmatique chez nous, Tanguy Le Goff, éduque déjà nos équipes en interne, déjà. Non mais c'est important. Et évidemment le marché. Et j'ai l'impression, je ne connais pas tout le monde dans la salle, mais j'ai l'impression que le public qui est là ce matin, c'est quand même un public qui connaît le programmatique. En fait, notre sujet, nous, c'est de s'adresser à ceux qui ne connaissent pas. Bien sûr. Et ça, des fois, on bute aussi là-dessus. Enfin, c'est dur, en fait. C'est dur d'attirer l'attention sur des gens qui ne pratiquent pas le DOH avant de pratiquer même le programmatique. Et ça, c'est le vrai sujet, je pense. Très bien. Et alors toi, Manuel, de ton côté, 2024 ? Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, on a ce trait d'union sur la mobilité. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on est le plus petit de la bande, présent sur 830 stations-service à l'heure actuelle, et que, bien évidemment, pour nous, le défi était déjà un petit peu différent, et déjà de développer sensiblement notre notoriété, de montrer à tout le monde qu'effectivement, on est présent sur la plateforme pour pouvoir accéder à beaucoup plus d'annonceurs. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que quand même, sur cette année, on a doublé le chiffre d'affaires, et qu'on a eu aussi accès à beaucoup de nouveaux annonceurs. Donc c'est vrai que c'est un vrai boost pour nous en termes de développement de notoriété pour être connu par tout un tas de personnes qui aujourd'hui ne connaissent pas encore très bien Philippe Media. Et impact JO, peut-être un peu moins, parce que beaucoup de touristes, ils ne vont pas forcément venir avec leur voiture. C'est ça la différence, c'est qu'en étant présent sur 830 stations sur l'ensemble du territoire, des stations-service dans Paris, il y en a peu, il y en aura certainement plus beaucoup bientôt. Donc oui, effectivement, on est présent sur tout le territoire, mais c'est vrai que les annonceurs avaient essentiellement concentré leurs efforts sur Paris, intramuros, ce qui est tout à fait logique. Ok, très bien. Donc voilà, adoption du programmatique Digital Out-of-Home en France, 26% au cours des 18 derniers mois en moyenne, 26% des campagnes en France ont intégré le programmatique Out-of-Home, projection 36% dans les 18 prochains mois. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez ou est-ce que c'est une tendance donc de 26 à 36%, donc on va dire un quart versus un tiers donc j'aimerais bien. Tu aimerais bien, ok, vas-y. Mais bon, cette année, nous, on va faire plus de 100 millions en DOH et on va faire, je parle sous le contrôle de Tanguy, 7 millions en prog. Donc c'est bien. Moi, j'espérais 10 ou 12. Ouais, donc tu es encore 7%, 8% encore. Maximum, tu n'es pas au-dessus de 10. Non, pas encore. En revanche, ce qui est sûr, ce qui est certain, et ça a été confirmé ce matin par les experts, c'est qu'on sent que ça prend vraiment. Et je pense qu'un des indicateurs qui est intéressant, c'est la fidélisation justement des annonceurs en programmatique. Il est vrai que les 2 premiers exercices, on avait énormément de volatilité, alors qui s'expliquait aussi par des campagnes, comme diraient les jeunes, farfelues. C'est-à-dire qu'ils mettent 2000 balles et ils pensent avoir une campagne hyper efficace. Non, en fait, non. Ce qui est dommage, c'est qu'en plus, c'est un média qui est extrêmement compétitif et économique. Enfin, il ne faut quand même pas non plus... il faut quand même donner un minimum. Il faut un minimum de couverture pour avoir un impact. Oui. Et donc là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'éducation, apprendre un média planning intelligent, pertinent et adapté au DOH. Ça commence à prendre.
D'où l'importance d'avoir des équipes internes quand même. Hein. Nous, on a mis le paquet, entre guillemets, sur les équipes marketing, parce que je pense qu'on a encore beaucoup de démonstrations à faire, et les 3 intervenants auparavant l'ont dit. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il faut encore travailler pour que les prévisions extrêmement optimistes se confirment. Très bien. Et alors toi, Isabelle, je sais que le budget moyen des campagnes est un vrai sujet pour toi. Oui, c'est un vrai sujet, mais pour rebondir sur ce que disait Valérie, finalement, il faut toujours se souvenir qu'on a, et pourquoi ça va augmenter, parce que le média OOH, Out of Home, dans le monde, est le média qui est vu comme celui avec la plus forte croissance attendue après la vidéo sur mobile. Donc, c'est quand même une super good news. Et donc, le DOH, qui est à la fois en croissance partout dans le monde, d'abord parce qu'un plus grand nombre d'inventaires sont digitalisés. On l'a d'abord vu dans des lieux plutôt clos, les shopping malls, les lieux de transport, les aéroports, les gares, les métros, etc. Mais on voit aussi maintenant, sous tous les formats, ce digital out of home arriver de façon extrêmement importante dans la rue et dans tous les lieux, je dirais, de mobilité. Donc ça, c'est quand même des sous-jacents extrêmement importants. Ensuite, est-ce que c'est ce canal-là qui va plutôt être, je dirais, privilégié ou pas? C'est vrai que nous, quand on a les bons mois, à peu près 15%, tu vois, qui est acheté en programmatique de notre DOH, on est plutôt content. Mais moi, c'est vrai que j'avais plutôt l'ambition que ce soit très vite un quart, voire un tiers, et pour l'instant, on n'y est pas. Mais nous, on fait une croissance exceptionnelle aussi en DOH cette année, portée par les JO, mais pas que. Je dirais, all in all, c'est une très bonne nouvelle pour, 1, le média, 2, sa partie digitale, et la multiplicité de ses canaux d'achat. Et je rejoins Valérie. Franchement, 700 € ou 2000 €, tu vois, pour aller faire une campagne, sauf si c'est pour souhaiter l'anniversaire d'un bon copain. Tu vois ce que je veux dire, ouais. C'est un peu short, quoi. Et si tu veux, il ne faut pas juste s'arrêter au nombre d'annonceurs, parce que nous, il croît de façon exponentielle, mais on a ce vrai problème de budget moyen où, plus encore que, si tu veux, la problématique que ça pose à un instant T, c'est que tu génères de la déception. Et Bien qui sûr. Dit déception dit churn, et moi, j'ai aucune envie que les gens ne reviennent pas, oui. Tu vois, parce qu'on a, nous, une très grande fidélité de nos annonceurs sur les autres segments du média, partout dans le monde. Et rien n'est plus dommage que quelqu'un qui te dit « bof, j'ai pas envie de recommencer ». Bien sûr. Je vais revenir sur ces 2 points, mais j'aimerais obviously entendre Manuel, parce qu'en fait, c'est une super année pour ce qui vient pour toi. Tu as un grand deal dont tu vas pouvoir parler. Oui. Alors déjà, moi, ce que je souhaite dire, c'est que si on fait un petit zoom en arrière, il y a 2 ans, programmatique, c'était pas grand-chose. Et aujourd'hui, pour un média comme nous, c'est impératif d'avoir de la programmatique. Donc c'est quelque chose de très, très positif. Ensuite, ce qu'on peut souligner, c'est qu'effectivement, comme j'ai dit auparavant, nous, c'est un excellent moyen de se faire connaître. Et c'est vrai qu'on a de temps en temps encore un petit peu ce phénomène où on se fait aussi polluer par des toutes petites campagnes avec la volonté pour les annonceurs d'avoir un grand rayonnement, et au final, le coût de traitement est pareil pour nous. Donc finalement, on a un peu ce petit phénomène, mais c'est vrai que de plus en plus, c'est le moyen pour nous aussi d'avoir accès à un certain volume de campagne, et c'est intéressant. Si je fais le lien avec ce que tu viens de dire, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, nous, on va être amenés à se déployer sur 300 stations Leclerc, après s'être déployés sur 250 stations Carrefour supplémentaires. Et c'est vrai que ça nous fait une couverture assez intéressante, avec le lancement très prochainement d'une offre aussi DOH sur la partie électrique. Donc effectivement, renforcer notre positionnement sur la mobilité automobile, et surtout le fait de se dire qu'on va mettre à disposition de toutes ces plateformes une audience de 10 millions d'automobilistes par semaine, ce qui veut dire qu'à peu près un automobiliste français sur 2 passera devant les écrans Philippe Média en 2025. C'est quand même un impact massif en reach, là, oui. Ouais. Bon, super. Alors, je voudrais juste revenir sur ce que vous venez de dire, et là, on va être off-piste. Donc, en dehors des questions, le point sur comment ne pas être déceptif au niveau des budgets, avec des personnes qui peuvent penser qu'avec 1 500 €, ils vont avoir la campagne du siècle. Je reviens donc des US.
Je voyage pas mal. Je reviens des US, et ce qui était particulièrement important, parce que les US, c'est peut-être le marché le plus mature au monde sur le programmatique out of home, ce qui était particulièrement intéressant, c'est la tendance du programmatique garanti, qui est en train de pousser à fond. Et ça, en fait, ça a deux impacts. Un, on est sur une utilisation un peu plus mature, un petit peu plus mûre, peut-être un peu moins fancy, mais peut-être un peu plus réaliste du média, avec des budgets plus gros. Des budgets qui sont significativement plus gros. Puisque là, on est dans une logique où on commit un budget pour avoir un volume d'impression sur une période donnée. Donc là, on n'est pas en train de dire, à voir si jamais ça marche, on sait vers quoi on va. Est-ce que c'est une tendance que vous voyez en France, le programmatique garanti ou pas? Est-ce que vous commencez à la sentir en France un peu ou pas? Carrément. C'est une bonne nouvelle alors. Alors là, bien sûr. D'ailleurs, c'est vrai, j'aurais dû le préciser, effectivement, une des particularités 2024, c'est qu'on a été capable de proposer du prog garanti, avec à la clé des campagnes, effectivement, dont le ticket moyen était nettement supérieur, voire vraiment des campagnes très très importantes, des centaines de milliers d'euros, ce qu'on n'avait absolument pas vu auparavant. Ouais. Donc ça, effectivement, c'est quand même un point extrêmement important. Et je regarde Tanguy, mais je pense que la tendance, elle va de plus en plus dans le prog garanti. Et là, tout le monde regarde Tanguy, bien évidemment, qui vient de hocher de la tête. Nous aussi, hein, ça a été un des boosters de croissance sur l'année 2024, et on s'en réjouit. Parce que aussi, compte tenu de l'euro, compte tenu des JO, bien évidemment, les personnes souhaitaient être certaines de pouvoir mettre la main sur les... Fallait être tu là vois, au moment. de mettre la main sur les inventaires, mais ça a montré aussi une autre façon finalement, tu vois, de faire du programmatique. C'est vrai que nous, on avait beaucoup démarré en non garanti, donc c'était un peu c'était 100% finalement de notre chiffre d'affaires programmatique. Mais on voit enfin des campagne à plusieurs centaines de milliers d'euros, et nous, le fait d'avoir ouvert aussi un canal multi-market chez JC Decaux à destination des annonceurs qui souhaitent être présents dans, par exemple, plusieurs aéroports dans le monde. Je pense à Justine et Nathalie qui sont là, Sales and Marketing de ce airport programmatique. Ça a fait venir effectivement des annonceurs de taille très significative, qui est une bonne nouvelle aussi, tu vois. Très bien. Et toi, de ton côté, Manuel, est-ce que tu vois cette tendance ou pas tout à fait encore sur le programmatique garanti? Si, on voit, effectivement, on le voit, certes avec des campagnes à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pas à la centaine encore, mais on espère. Mais effectivement, et surtout une ouverture pour l'international pour nous. Ouais. Ce qui était un petit peu inédit, parce qu'effectivement, on est un petit peu pure player français, pas de présence encore à l'international, mais du coup, effectivement, un vrai boost à ce niveau-là. Très bien. Je vais bien rajouter encore... Mais je t'en prie, tu es ici chez toi ou presque, vas-y. En fait, il y a une autre chose qu'on a observée cette année qui est hyper intéressante, et je crois que c'est toi qui m'avais dit ça d'ailleurs, qu'en Allemagne, on observait beaucoup l'usage du programmatique garanti, mais couplé à du gré à gré. Tout à fait. Et il y a quelque chose qu'on a beaucoup observé cette année aussi, c'est des campagnes mixtes, alors qui sont achetées en OOH, donc papier, en gré à gré, sur lesquels on vient justement incrémenter via du programmatique, alors pour le coup garanti ou pas, mais une campagne supplémentaire qui va permettre là d'être une notion de flexibilité pour être vraiment en appui. Ouais. Mais c'est une tendance qu'on voit sur le rapport. On parlait du fait qu'il y avait le chiffre de 46 qui était que sur du programmatique, mais on voit qu'il y a une tendance sur les campagnes mixtes. Oui, et nous on y croit beaucoup parce que je crois que c'est Théo qui a dit ça tout à l'heure. Moi je crois pas, on n'aura jamais 100% non, mais c'est pas le but, du DOH en programmatique. Et alors en ce qui nous concerne, je pense que c'est le cas aussi pour le groupe JC Decaux, on sera jamais 100% digitaux. Alors à part dans les gares. Les gares, là, c'est un vrai pari. On sera bientôt à plus de 3000 écrans dans les gares. À 3000, Ouais. L'année prochaine, en juin 2025, on aura enfin fini cette transformation incroyable. Mais dans le métro, par exemple, le métro parisien, ce serait absurde d'imaginer une digitalisation complète. Donc nous, on croit encore beaucoup au OH. On croit beaucoup à la complémentarité, justement, de ces deux supports, papier et numérique d'un côté. Encore faut-il bien les utiliser et connaître en fait
pour quel objectif de communication vais-je utiliser du papier? Pour quel autre objectif de communication, compatible au premier, je vais rajouter du DOH? Et je pense que c'est ça qui fait qu'on a des perspectives qui sont quand même super prometteuses. On en parlait tout à l'heure avec Isabelle, on a beau être concurrente, bon, on peut quand même avoir des points de vue tout à fait convergents. La télévision linéaire, quand même, est en baisse. Ouais. C'est une baisse structurelle. D'ailleurs, quand Théo, tout à l'heure, tu parlais de Lactalis, il faudrait justement qu'ils mettent un petit peu moins en télé, qu'ils nous donnent une part de budget en DOH, et ils vont voir à quel point la mémorisation, la reconnaissance, la considération va être optimisée. Et je pense qu'on a un momentum. On a quand même un bouleversement de la hiérarchie des médias, avec le média roi, la télé linéaire, qui quand même s'affaisse. Alors, il se réinvente ailleurs sur des plateformes, TF1+, oui, mais M6+, complètement fragmenté. Complètement fragmenté. Le seul média qui pourra remplir cette fonction que remplit encore la télé, il ne faut pas non plus les enterrer trop vite, hein, mais sur les cibles, notamment Ensemble, ils font encore le job. Sur d'autres cibles, créer une campagne forte qui crée de l'émotion en instantané, quand vous réfléchissez bien... Tu parles d'un vrai média broadcast, là. Oui. Absolument. Mais oui, mais c'est faire la campagne lue cette semaine chez toi, non, mais chez nous. Voilà, c'est un annonceur Mondelez qui était parti à 80% en digital web, hein, et qui démontre, grâce aussi au travail remarquable de leur campagne de création, c'est-à-dire de l'agence de création, combien une très belle campagne, la puissance instantanée, elle est dingue. Donc là, on est complètement off-piste par rapport aux questions à la trame. Elle est complètement moi, ce que je veux off-piste. Non, mais moi, je préfère. Parce que c'est les vrais sujets. Oui, bien sûr que c'est les vrais sujets. Non, et puis, avant de vendre du programmatique, il faut déjà vendre le média. Je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, mais c'est le premier step quand même. Et je pense qu'on a fait quelque chose sur ce média DOH, JC, qui est très important parce qu'on a pris finalement tous, sans vraiment se coordonner, mais... on avait la conviction que c'était un média qui, grâce à sa partie digitale, devenait hyper contextualisable. Il l'était déjà en papier, mais quand même de façon plus compliquée. Plus flexible. Là, encore plus, je pense à l'aéroport, tu peux parler dans la langue du passager, tu peux aller pousser le bon bijou selon, tu vois, quel avion arrive. Donc, une hyper contextualisation, et on est bien ce matin les représentants de différents contextes de communication, mais aussi un média digital qui, par rapport au digital web, a voulu être brand safe, et c'est vachement important, il faut toujours le rappeler, et y compris en programmatique. Les gens nous ricanaient au nez quand on disait ça va être brand safe, y compris en programmatique. Il faut quand même le dire aussi, et on l'a affirmé, mais on l'a fait, et ça coûte cher en tech derrière. Et puis, c'est un média in real life, empreinte beaucoup de véracité, et donc des annonceurs qui aujourd'hui sont en train de se dire... voilà, le digital web, au-delà de la partie RSE, c'est pas forcément non plus là où j'ai envie de voir ma marque, ou en tout cas peut-être de la voir un peu moins. Eh bien, le DOH et son segment programmatique sont formidables. Mais je suis parfaitement d'accord. Est-ce que tu as quelque chose sur lequel tu as envie de répondre là-dessus, ou est-ce que tu es d'accord avec ces tendances? Je suis d'accord, et c'est vrai que peut-être la seule différence qu'on a, c'est qu'étant donné qu'on est totalement digital, la prévision de dire qu'un jour, potentiellement, tout passerait par le programmatique, chez nous, est potentiellement réalisable. Je ne pense pas non plus que ça sera une réalité, très clairement. Je pense que le gré à gré et d'autres relations aussi, l'humain a beaucoup d'avenir. Tout à fait. Et aux États-Unis, c'est combien la part du programmatique en tant que part du programmatique versus le digital out of home, ok? Alors, aux États-Unis, on pense que c'est de l'ordre de 23-24%. Mais il y a des marchés qui font mieux en France, qui font mieux en Europe. La Hollande, je pense, en moyenne est au-dessus. L'Allemagne aussi. L'Allemagne est au-dessus parce qu'ils ont une très très grande partie de programmatique garantie. On va dire que d'une manière très simple, alors je sors un peu du sujet, mais ça peut être intéresser les gens. La façon d'acheter le out of home en Allemagne était assez rigide. Certains ne seront pas surpris. Où ça s'achetait uniquement par réseau. Et le programmatique a effectivement permis aux annonceurs de pouvoir avoir un peu plus d'approche, où ils pouvaient mieux choisir quelles étaient les parties du réseau sur lesquelles ils voulaient investir et quand ils voulaient le faire. Mais enfin, on ne va pas non plus être fou.
ça reste du programmatique garanti où ils s'engagent quand même à dépenser un certain budget sur un nombre de jours. Donc ce n'est pas complètement freestyle, mais ça reste un peu plus flexible, et donc ça a vraiment pris une part, et c'est aujourd'hui un marché sur lequel 30% du DOH, 30 à 35%, est en programmatique. Donc c'est quand même pas neutre. C'est aussi poussé par un des plus gros acteurs du marché, le groupe Ströer, qui avait acheté il y a 10 ans maintenant, un peu plus, peut-être 12 ans, tous les sites régis du groupe Deutsche Telekom. Et donc, ils avaient une activité qui était déjà très, très, très en avance à l'époque sur du multicanal entre le programmatique web, display, et le programmatique out of home. Donc, ils avaient un petit peu ces deux approches. Enfin, voilà pour le contexte. Mais il y a aussi un truc que je voudrais dire par rapport à ça. Suite après New York, je suis allé au Japon. Et vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez en France, parce que sur les 3 personnes qui sont là autour de nous et qui partagent leur point de vue, vous pouvez toucher 95% à travers ce média des personnes en France. Au Japon, 81% des assets en out of home sont détenus par 1000 médias owners. Eh oui. Donc là, on voit tout de suite les personnes qui connaissent le métier, qui sont dans les agences, qui se marrent, mais qui ont raison, parce que c'est un casse-tête de dingue. Vous voulez faire une campagne avec un minimum de reach, il vous faut mais quasiment 3 semaines de prep, plus quelque chose comme 60 deals. Non, mais c'est un truc de dingue. Et donc là, on est vraiment sur des marchés où les freins intrinsèques au développement du programmatique qui impliquent une standardisation sont massifs. Enfin bon, donc je ferme la petite parenthèse. Et là, donc, c'est vraiment pas le cas. Donc en fait, c'est de l'évangélisation. Non, mais oui, non, mais... Je pense qu'on va avancer, Funke, parce qu'on a tellement parlé du DCO qu'on va peut-être avancer. Je pense que vous êtes d'accord avec ce qui avait été dit, vous, là, au départ. Et charge à nous, effectivement, de le faire mieux, de mieux l'expliquer. Et encore une fois, pourquoi est-il pertinent dans certaines campagnes et moins dans d'autres? Mais de toute façon, pareil, le DCO, le vrai sujet avant de parler de DCO, c'est comment on arrive à convaincre les annonceurs et les agences de pub, mais je pense plutôt les annonceurs, de l'importance de la créativité. Et de la data, parce que la data sous-tend la créa, en l'occurrence. Les deux, en fait. Une campagne qui fonctionne, c'est pas que de la data, c'est pas que de la créativité, c'est les deux en même temps. Et on a encore ce boulot à faire en DOH, sans même parler de programmatique. On a encore beaucoup de travail à faire pour faire en sorte que ce que vous voyez sur nos écrans ne soit pas juste des affiches clignotantes. On a encore un énorme boulot à faire. Ça, c'est côté annonceur, c'est-à-dire qu'eux, ils doivent quand même admettre qu'il faut mettre plus de sous, tout simplement. Mais très souvent, les assets existent, c'est juste qu'ils ne sont pas rangés au bon endroit, parce qu'en fait, par exemple, les traductions, elles existent. Puisque souvent les activations digital web ou réseaux sociaux sont dans tous les pays. C'est juste que la bibliothèque de contenu, ils ne pensent pas à l'activer sur notre média aussi, c'est ça. Beaucoup de choses à faire encore. On va peut-être parler data, parce que je pense que c'est le lien avec le DCO. 68% des responsables marketing ont l'intention d'exploiter plus largement les données de planification de campagne, pour la planification de campagnes programmatiques out of home. Donc la data, on est un petit peu au cœur du réacteur. Alors, comment est-ce que vous allez prendre votre part de responsabilité pour aider donc tous ces marketeurs qui se disent, nous, si jamais il y a plus de data, en tout cas, on a vraiment envie de le prendre en compte. Comment est-ce que vous allez jouer votre rôle au niveau data? Parce que je sais que c'est un sujet central. En tout cas, je sais que pour certains d'entre vous, c'est un sujet qui est absolument essentiel. Valérie. Ah oui, alors nous, c'était d'autant plus essentiel que la mesure de l'audience en indoor, qui plus est dans les transports en commun avec des niveaux de profondeur qui sont importants, c'est vraiment quelque chose de très très compliqué. Donc on a enfin, effectivement, et je suis contente que Théo l'ait souligné, on a enfin pu justement publier les résultats d'une étude qui nous permet, ça y est,
uniquement sur l'univers indoor. Attention, hein, on ne mélange pas avec Affimétrie pour justement ce qu'on a sur les bus, qui nous permet donc déjà de dédupliquer nos audiences gare et métro, parce que ça, on n'en a pas encore parlé, si on en a parlé, mais pas vraiment. Nous, on croit beaucoup aussi dans nos univers au fameux parcours du voyageur, hein, qui se convertit en parcours client, donc avec une optimisation du reach, donc de la couverture et donc de l'efficacité de la campagne. Donc pour ça, c'était extrêmement important. Et on a avec Kantar, Fluvision, donc c'est un programme de Orange qui, pour votre information, s'est fait connaître il y a déjà quelques années, parce que c'est eux qui comptent en fait quand il y a des manifestations. Donc ils sont capables de compter en temps réel les flux d'individus. À travers un flux de via les opt-in Orange. Donc on travaille sur une base, si je ne dis pas de bêtises, de 3 millions d'individus. Donc c'est très très costaud. Donc on a accumulé un certain nombre d'études qui nous permettent effectivement aujourd'hui, par écran, à la demi-heure, de déterminer quelle est la cible prédominante. Et d'ailleurs, le pricing du coup de nos écrans et des demi-heures est fait en fonction de cette audience. Donc je pense qu'on a fait un gros move, en tout cas s'agissant de Médiatransport, s'agissant de l'audience. J'espère maintenant, et là je profite de cette matinée, j'espère maintenant que le marché va nous acheter à l'audience. Ce qui est encore très rare. Donc on a fait le boulot, c'était demandé, et c'était normal, c'était légitime, on a fait le job, ça coûte de l'argent, c'est long, on est prêt. J'espère maintenant que le marché va aussi avancer dans cette direction. Très clair. Les agences, je veux dire. Un gros boulot chez nous avec donc l'arrivée d'une DMP propriétaire. C'était une évidence que, compte tenu des data que nous avions côté shopper, avec toutes les infos de sortie de caisse quotidiennes chez Carrefour, Proxy et Monoprix, donc ce qu'on avait appelé la data box, il fallait lui donner maintenant une maison mieux rangée et plus accessible. Et puis, c'est extrêmement prometteur en aéroport, compte tenu de là, toutes les datas, grâce à un partenaire Cirium, qui nous permet d'avoir non seulement, bien sûr, les prévisions de trafic par nationalité, par pays, etc., mais aussi donc, des datas qui viennent renforcer les datas que nous avons de la part de nos partenaires aéroports, infrastructures. Et puis des datas également, ce qu'on avait à Dubaï depuis quelques temps et qu'on va avoir à Paris, qui sont les datas en travel retail, dans le monde aéroportuaire aussi. Donc c'est vrai que là, c'est toujours pareil, c'est quand même beaucoup de fuel mis dans la machine, ça coûte des sous. Je n'ai pas parlé de mobimétrie, et donc la nouvelle mesure d'audience, ça nous a pris 4 ans, plus de 10 millions d'euros, et enfin une mesure ultra granulaire qui, pour le digital, va être un vrai essentiel. Et absolument essentiel. Donc c'est vrai que là, il y a un gros move côté data, et tant mieux. Tant mieux. Après, il faut qu'elle soit utilisée. Voilà. Super. Donc là, vraiment un point très 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 intéressant, c'est la donnée de caisse, qui est une data absolument clé pour fermer la boucle en fait. Mais alors toi, Manuel, dans tes stations-service, est-ce que tu as accès aux données de caisse ? Alors oui, parce qu'en fait aujourd'hui, la base de notre audience, en fait, c'est qu'elle est effectivement au 100% fiable, puisque un ticket de prise de carburant égale en fait une audience. Donc on a ces données qui sont communiquées par Carrefour, Total et Leclerc bientôt. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que pour tout ce qui est campagne FMCG, on a aussi accès aux données caisses de Carrefour, bientôt aussi via Consorégie chez Leclerc. Et qu'enfin, on a mis en place depuis quelques mois tout un tas d'études liées au flux que font les automobilistes après la prise de carburant, où est-ce qu'ils vont, pour quantifier un certain nombre de mesures, notamment liées au Drive to Store, notamment avec des campagnes pour des marques automobiles et d'autres annonceurs. Non, mais alors là, je vais me permettre, parce que c'est une super nouvelle, mais permettre de jeter un petit coup d'œil à notre ami Théo de l'autre côté, qui se plaignait du manque de capacité pour avoir de la data, pour faire de la mesure. C'est quand même d'excellentes nouvelles, tout ça. Bon, non, mais tout ça va dans le bon sens. Et Théo l'a dit, que ça allait dans le bon sens. Ah non, mais tout à fait. En tout cas, ce qui était peut-être un vœu pieux pour les 12 prochains mois, peut-être arriver plus tôt. C'est plutôt une excellente nouvelle.
Et donc sur le slide suivant, merci, 53% des annonceurs cherchent à se former davantage sur le DOH programmatique. Alors, on a parlé de l'évangélisation, on a parlé du besoin de communiquer, d'expliquer, de relativiser l'impact des budgets en fonction de ce que les gens pensent qu'ils vont pouvoir faire. C'est vrai qu'il faut peut-être un budget un petit peu plus important sur le programmatique out of home que sur une campagne sur mobile en tant que telle. Quelle est votre action en termes, puisqu'il y en a environ plus de la moitié qui cherchent donc à se former, qu'est-ce que vous faites là-dessus? Est-ce que vous organisez des sessions? Est-ce que vous formez? Je ne parle pas forcément de vos équipes. Je parle du marché, je parle des acheteurs, je parle des personnes en agence. Alors, nous, on a surtout notre service marketing et le fameux Tanguy qui fait le job auprès des DSP et des annonceurs. Mais il y a un projet sur lequel on travaille et qui sera livré cette fin d'année. Allez, on va dire janvier 2025 pour ne pas être en retard et auquel je crois beaucoup. On a modélisé 600 post-tests de campagne DOH qui ont été classifiés par secteur d'activité, par objectif de communication. Et on va pouvoir du coup en sortir une sorte de média planning pour les nuls, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, qui permettra justement, ce qu'on disait tout à l'heure, d'éviter des tickets de campagne trop bas, de démontrer par la preuve, par le post-test, que si on a un objectif de branding ou un objectif de ROI, c'est pas forcément la même campagne qu'on va faire. Par secteur d'activité, c'est encore autre chose. De pouvoir remodéliser justement un média planning fondé sur des post-tests. Moi, j'y crois énormément. C'est une idée géniale de notre équipe marketing. Et je pense, encore une fois, ça devrait être à la disposition de tout le monde en janvier 2025. C'est très très chouette, c'est super. Et alors toi, Manuel, de ton côté, quelles sont les initiatives au niveau formation, éducation? De toute façon, c'est vrai qu'on est un peu plus jeune dans cet aspect-là. Donc nous, c'est systématiser, j'ai envie de dire, les études par rapport aux typologies d'annonceurs, typologies de secteurs d'activité, pour construire les modèles à peu près similaires, pour montrer notre efficacité sur du Drive to Store, montrer notre efficacité aussi sur l'aspect retail. On a fait une campagne il n'y a pas très très longtemps, on a été primé au DigiLocal. On a des augmentations de ventes qui étaient assez importantes, alors qu'effectivement, on est quand même à quelques dizaines, voire quelques centaines de mètres du point de vente. Mais c'est vrai que je pense qu'on capte assez bien la valeur d'attention, et c'est un sujet qui est assez central en ce moment. Et c'est vrai qu'on est on a une valeur d'attention qui est assez importante, et du coup qui marque les esprits. Et pour revenir sur le sujet initial, effectivement, il faut qu'on progresse et qu'on prenne justement, c'était très intéressant ce qu'ils ont dit avant, parce que nous, ça nous aide énormément à grandir et à correspondre à leurs demandes, en fait, concrètement. Et côté JCDecaux, Isabelle? Participer à des événements comme celui que tu organises. L'année dernière, il y a un an, State of the Nation, quelques clients présents, une cliente très intéressée et une très belle campagne en septembre en aéroport pour un très grand magasin parisien pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc comme quoi, faire connaître, faire savoir, c'est important. Tout ce qu'on peut faire pour simplifier la compréhension, simplifier l'accès, ce sera pour du tout bon aussi. Et sur le marché local, je te rejoins parce que on sait que nos concurrents sont les Meta et les Google de ce monde et qu'il est essentiel que finalement pour un petit annonceur local, eh bien, la planification programmatique d'un achat DOH doit être simple et doit être très accessible. Voilà, donc à la fois les grands annonceurs, les grandes agences, mais aussi le marché finalement des annonceurs locaux ou plurilocaux. Très bien. Et bien donc on arrive un petit peu à la fin. Donc la dernière question, franchement, ça sera simple. Prédiction pour l'avenir en une phrase chacun, puisqu'ensuite il y a quelques questions sur Slido. Je pense que ce serait intéressant qu'on les participe. Mais vas-y, Isabelle. Non, nous on prévoit une année dynamique pour le média, et c'est d'ailleurs ce que disent les grandes agences quand elles pronostiquent finalement là pour l'année prochaine et à 3 ans
d'abord la croissance du média out of home pour tous les sous-jacents dont on a parlé, la croissance des audiences, la meilleure mesure. Nous, on a fait là, en France une étude sur l'attention qui a montré par exemple que sur les 3 secondes et demie de moyenne, finalement, le DOH, lui, capture 4 secondes et demie. Donc c'est une super nouvelle aussi pour le segment DOH. Et donc ça, c'est la très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que c'est un média qui va être en très bonne croissance, et sa partie digitale, on l'attend en croissance très dynamique. Ouais. Très bien. Alors nous, 2025, donc c'est l'année où on aura notre DMP, parce qu'on parle des data d'audience, mais il faudra aussi onboarder avoir l'outil, bien évidemment. Voilà, des data extérieures. Bon, DCO, je ne vais pas changer d'avis ce matin. On est en route pour la mettre à disposition, et avec effectivement un vrai accompagnement basé sur les études justement d'attention qui attestent quand même de l'impact de la créativité. Après, moi je pense que 2025, je pense qu'il faut qu'on s'attende à une année compliquée. Là, je parle d'une façon macroéconomique. Il n'y a pas beaucoup d'indicateurs super satisfaisants qui nous attendent en 2025. Certaines élections dans les jours qui viennent, tout ça, ouais. Demain. Et pour autant, je pense que justement, on a cette particularité d'être un média anticyclique, contracyclique. C'est vrai que souvent, quand on traverse des moments de crise, il y a un refuge, non pas à l'or, mais à notre média. Parce qu'on est un média qui est puissant, j'allais presque dire de plus en plus puissant d'ailleurs, par rapport aux autres médias puissants historiques qui se diluent un petit peu quand même, et on reste hyper compétitif. Donc, bonne année, quoi. Si on m'avait dit qu'un jour je verrais en France la communication extérieure passer devant la presse, ouais, tu l'aurais pas cru. Je l'aurais sérieusement, il y a encore quelques années, pas cru. Et au premier semestre, on est 12 millions d'euros derrière, ce qui est rien. Ce qui est, en tant que citoyenne, une catastrophe pour la presse. Pour la presse, et pour la liberté d'expression, et pour l'info vérifiée et payée. Donc, mais ça prouve la dynamique du média. Tout à fait. Et toi, ton côté, Manuel, une phrase ou un concept pour l'année 2025 ? D'excellentes perspectives, parce qu'on va grossir, très simplement, on va passer de 50 à 100 personnes. Donc, de très très bonnes perspectives. Et puis, une ouverture sur de nouveaux segments. Le FMCG, on n'y était pas du tout, et là, ça commence à arriver assez fort. Voilà. Super. Donc, je ne vous libère pas tout de suite. Il y a quelques questions sur Slido, puis on demandera également aux personnes dans la salle. Une question très intéressante. Est-ce qu'une des clés de l'adoption plus forte du DOH ne serait pas l'harmonisation des coûts entre le gré à gré et le programmatique ? Sujet intéressant. N'est-ce pas ? Harmonisation, je ne sais pas. En tout cas, et là je sais que ça concerne surtout Média Transport, sans doute réduire le gap qu'il y a entre le gré à gré et le prog, c'est sûr. Je pense en revanche que c'est parce que le gré à gré est trop bas, nous concernant. Mais pareil, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il faut trouver une fonctionnalité à l'affichage papier, une fonctionnalité au DOH. C'est pareil dans le programmatique. Et nous, notre approche, c'est qu'on va vraiment enrichir de plus en plus la partie prog de data, qui ne seront accessibles que via le programmatique. Voilà. Et donc, ça justifiera une autre tarification. Mais je rappelle quand même ce que je disais tout à l'heure pour l'audience. Évidemment, l'audience, c'est pas un sujet sur prog. En prog, on est acheté à l'audience. Le problème, c'est le gré à gré. Bien sûr. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a cet écart de prix. Enfin, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est normal quand on cherche un meilleur ciblage, une meilleure contextualisation compte tenu de ce que l'on souhaite faire de façon particulière. Et moi, ça me paraît une évidence que ça doit bien évidemment être à un prix supérieur. Donc, pour moi, il n'y a pas de sujet avec encore une fois, ce CPM supérieur, à condition qu'il soit parfaitement justifié et explicité, surtout. Et explicité. Et quelqu'un qui, 10 secondes avant, peut dire finalement je ne prends pas, pour moi, ça a aussi un certain prix. C'est une liberté hallucinante pour l'annonceur. En tout cas, pour un média qui avait l'habitude, bien évidemment, d'être plutôt planifié très longtemps en avance, acheté relativement en avance également. Et là, se dire que 10 secondes avant, le GUS, il peut dire
ouais, finalement, je prends pas. C'est génial, quoi. Ça a un Surtout, prix. c'est un média qui est supply constrained, meaning que tu n'as Bien pas sûr. autant d'inventaire que tu veux. C'est pas comme la Ah presse non. où tu rajoutes des pages. Oui, oui, ou le web, où c'est infini, semble-t-il. Non, puis c'est vrai, moi ça a été une découverte quand je suis arrivée dans ce média. Bon, ça fait déjà plus de 10 ans, mais ça m'a énormément. Je crois que c'est le seul média, peut-être la télé aussi, qui applique vraiment les pénalités d'annulation. Bah, bien sûr. Non mais, en radio tu fais pas ça, en presse non plus. Bon, donc c'est vrai que ça donne d'autant plus de valeur à cette flexibilité, à cette agilité bien en sûr. temps réel, quoi. Manuel, de ton côté? Parfaitement d'accord. L'agilité et le sur-mesure, ça se paye. Ok, clair. Une question peut-être dans la salle? Don't be shy. Il y aura la meilleure question, aura un prix de 50 000 € et 3 semaines de vacances. Bon, personne ne veut se lancer, donc je reprends une question. Slido, est-ce que certains d'entre vous utilisent des open marketplaces en opposition aux private marketplaces ou pas? Non? Non, donc la question n'a pas lieu d'être. La réponse est pas d'open marketplace. Clément veut compléter. Donc c'est pas nécessaire dans la mesure où dans la private marketplace on a créé des open deals qui permettent en fait de recréer les mêmes conditions. Donc c'est pour ça que c'est pas nécessaire. Je te remercie, c'est en effet le but. Eh bien écoutez, je tiens vraiment à vous remercier. Merci. C'était un panel un petit peu plus off-piste que d'habitude, Non, mais je mais pense c'est qu'il était sympa. d'autant plus intéressant. Merci Merci. beaucoup. Jean-Christophe. Merci Valérie, merci Isabelle, merci Manuel. Valérie.